BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co la quotidienne, émission spéciale 25 ans de tech. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Tiens, il faudrait que ce soit comme ça tous les soirs dans Tech & Co. Je vais convoquer mon public tous les soirs. Oui, et merci au public d'être là. Vous l'avez compris, un Tech & Co, la quotidienne exceptionnelle ce soir, puisque nous allons fêter un anniversaire, ou plutôt plusieurs anniversaires. Les 25 ans d'une émission que j'ai le plaisir de présenter depuis 25 ans, qui s'appelle De quoi je me mail, qui a commencé sur RMC, qui est maintenant sur BFM Business. Et puis on fête aussi les 10 ans de Tech & Co. C'est pour cela qu'on a mis les petits plats dans les grands. Nous sommes dans le grand studio de BFM Business et pendant 1h30, je vous propose de justement retracer toutes les innovations qui ont marqué ces 25 ans avec au sommaire donc de ce Tech & Co la quotidienne. Et bien justement dans un instant, on va plonger dans le e-commerce. Est-ce que vous vous souvenez comment vous achetiez des choses, faire votre shopping il y a 25 ans sur Internet? Eh bien, ça a totalement changé, grâce notamment à Amazon. Je recevrai le directeur général d'Amazon France dans un instant. 25 ans aussi d'innovation d'Apple. Apple avec eh bien, un invité exceptionnel. Il a été le patron d'Apple Europe pendant 12 ans. Il s'agit de Pascal Camille. Il a vécu le lancement de l'iPhone, de l'iPad et de l'iPod. Il va nous raconter tout ça tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi des objets connectés parce que ça, c'est une spécificité française. On a des experts, on a des pépites dans le monde des objets connectés. On en recevra deux tout à l'heure, deux spécialistes. À la fois Fred Potter qui a créé la société Netatmo. Peut-être avez-vous des objets connectés Netatmo à la maison. Mais aussi Rafi Aladjian qui est le créateur du premier objet connecté au monde. C'était le Nabastag. Est-ce que vous vous souvenez de ce lapin qui était connecté au Wi-Fi, qui marchait pas tout le temps mais qui était génial? Eh bien, c'est lui qui l'a créé. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ensemble ce soir. Merci d'être là en direct à la radio, la télé. C'est Tech & Co la quotidienne. On fête 25 ans de tech ce soir. Tech & Co la quotidienne, émission spéciale 25 ans de tech. Voilà, et encore une fois, un grand merci au public qui nous accompagne durant cette heure et demie. Et j'accueille tout de suite mon premier invité, c'est Frédéric Duval, que l'on peut applaudir. Bonsoir Frédéric. Bonjour François. Avant que vous me souhaitiez un bon anniversaire, parce que je sais que vous alliez le faire, je vous souhaite moi aussi un bon anniversaire. Mais tout à fait. Nous avons aussi 25 ans, voilà. comme Tech & Co. On est très très heureux de cette coïncidence et d'être là pour célébrer tout ça. Voilà, vous êtes le directeur général d'Amazon France, donc, et c'est vrai qu'Amazon France a 25 ans. Voilà. On a 25 ans, ça fait 25 ans qu'on est établi en France, qu'on a choisi la France. Alors c'est facile, on est avec 25 partout. On a créé 25 000 emplois CDI, donc 1000 emplois par an pendant 25 ans. On a investi 25 milliards et on a 25 ans. On est très, 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 très contents. On n'a pas investi autant dans De quoi je me mêle. Mais quand même, oui. C'est pas mal. C'est des chiffres impressionnants. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on va un petit peu parler d'Amazon, mais pas que, parce que vous représentez aussi le marché du e-commerce qui a bouleversé évidemment notre quotidien. On a des chiffres, je vous en donnerai quelques-uns tout à l'heure, mais en 2000, finalement, quand Amazon est arrivé en France, qu'est-ce que ça a représenté Amazon en France? En France, en 2000, rien, puisque Amazon a été lancé en an 2000 en France. Et en an 2000, je vous rappelle, on était encore avec nos Minitel à faire 3615 qui n'en veut, ou quelque chose comme ça. Et il n'y avait pas 3615 Amazon. Et il n'y avait pas 3615 Amazon, et on a lancé donc Amazon en France. Voilà, on voit Jeff Bezos dans son garage avec ses livres. Il a lancé 5 ans avant aux États-Unis. Mais on a véritablement appliqué la recette qui a été celle de notre succès et qui a permis de tisser un lien avec l'ensemble des Français. Une sélection large, des prix bas et une livraison rapide. Et on a fait ça encore et encore. Et puis voilà, maintenant, on est très heureux d'avoir mis tous les Français à égalité devant l'acte d'achat. Vous soyez en ruralité, il y a 22 millions de ruraux en France, eh bien vous pouvez avoir la même chose que la personne qui habite Paris, au centre de Paris, en ayant des possibilités d'achat extraordinaires. Mais ça n'a pas été facile, le début du e-commerce. Moi, je me souviens, il y avait quand même pas mal de réticences de la plupart des Français qui voulaient surtout pas donner leur numéro de carte bleue sur Internet. Oui. C'était le truc qui était... ça faisait la une des journaux, enfin, c'était terrible. En fait, le e-commerce, comme toute activité commerciale, c'est une histoire de confiance. Et cette confiance, eh bien, on a su la bâtir petit à petit, effectivement, année après année, mois après mois, avec une exécution d'une stratégie qui est simple, un large choix, des prix bas, une livraison sans faille, et puis, quand il y a véritablement un petit problème, notre service client est là
pour régler le problème avec le client. Je pense que c'est une des réputations qu'on a et qui nous permet de recruter beaucoup de personnes en France, et partout en France désormais, 25 000 emplois qui sont répartis sur 37 sites logistiques et qui permettent à la fois à certaines communautés de vivre d'ailleurs de ces implantations. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui racontent que Amazon, comme tous ces sites de e-commerce, ont détruit des magasins, ont détruit des emplois aussi, parce que le web a complètement métamorphosé la manière dont on achète les choses? Mais je sais qu'on dit ça, mais c'est faux. C'est faux et d'abord, c'est faux parce que l'e-commerce, c'est avant tout un moyen pour les commerces physiques de vendre plus. Je suis dans ma boutique et par l'e-commerce, je vends partout. D'ailleurs, le Covid a bien fait prendre conscience de cela à tous les commerces français. Et puis, en plus, les statistiques de l'INSEE, pas moi qui les invente, montrent que le commerce de détail, entre 1999 et 2023, il a augmenté de 30%. Et même plus récemment, juste après le Covid, encore le commerce de détail a augmenté ses emplois de 2019 à 2023 d'environ 10%. Donc, il ne faut pas voir ces deux moyens de faire du commerce comme étant concurrents. Ils sont complémentaires. On trouve chez Amazon des choses qu'on ne trouve pas autour de chez soi. On trouve dans l'e-commerce des choses qui sont rares, qui sont plus difficiles à trouver. 95% des gens nous disent, quand ils achètent chez nous, que ce qu'ils ont acheté, ils ne le trouvaient pas chez eux, à proximité. Ouais. Donc c'est ça qui est important. Et encore une fois, dans des centres-villes qui aujourd'hui ont quelques petits problèmes d'avoir des loyers élevés, des parkings payants, des zones périphériques qui ont été construites autour, qui ont fait l'e-commerce permet, quand on a une boutique en centre-ville, de vendre partout en France ou même partout en Europe. Alors, un sondage IFOP que vous avez commandé indique que 96% des Français sont adeptes du commerce en ligne. Oui. Bon, voilà, c'est aujourd'hui l'immense majorité. C'est d'ailleurs même devenu un réflexe. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, grâce à ça aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça a complètement changé aussi la manière d'acheter les choses. Mais on a tous des vies... Il a fallu attendre l'iPhone, on en parlera tout à l'heure avec mon autre invité. Bien sûr, mais on a tous des vies qui sont assez rapides, des vies qui sont chargées. On a des enfants, on a un travail, on peut avoir une famille de laquelle on doit s'occuper. Et donc, effectivement, la convivialité de l'achat, qui est celui dont on bénéficie sur Internet, permet justement de gagner du temps, d'être plus efficace. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'achète pas sur Internet encore, par exemple? Oui, un frigo, bien sûr. Une voiture. Non, ce qu'on n'achète pas sur Internet, c'est tout le frais. Le frais, aujourd'hui, on ne l'achète pas beaucoup sur Internet. C'est clair. Moi, quand j'achète une côte de bœuf, je l'achète plutôt dans une boucherie. Pourquoi ça, à votre avis? Mais parce qu'il y a des choses qu'on a envie. Vous avez même essayé, vous, aux États-Unis, ça existe, je crois, plus ou moins? Oui, mais on a envie encore, et ça, c'est chacun fait comme il veut, mais on a envie parfois de choisir en voyant les produits, etc. C'est culturel français, le fait on verra. Mais chez le boucher, chez le fromager Je ne sais pas si c'est culturel français. Il y a des produits qu'on préfère voir et acheter directement dans un commerce de détail. Amazon a 25 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans les 25 prochaines années? C'est compliqué, vous n'êtes pas Madame Irma, mais non. On peut imaginer quand même à quoi peut ressembler et comment va évoluer le e-commerce. Et puis même Amazon, l'entité Amazon. Mais en fait, aujourd'hui, on a Amazon, ça n'est pas que l'e-commerce. Non. Déjà, on a développé une filiale qui s'appelle AWS, Web Services, et donc ce qu'on peut se dire, c'est que par l'intermédiaire d'Amazon Web Services, on développe des solutions d'intelligence artificielle. C'est le cloud en fait d'Amazon. Cette intelligence artificielle, elle va irriguer l'ensemble de nos vies à différents endroits. Et en particulier, nous, pour l'e-commerce, elle sert à mieux servir les clients, à mieux organiser le travail de nos collaborateurs pour minimiser les tâches pénibles en particulier. Et elle servira à plein d'autres choses. Donc ça va se développer, c'est en train de se développer. On est en train de mettre des capacités d'intelligence artificielle et de cloud en France. Et donc, on est en train d'investir. Et puis, il y a d'autres acteurs encore, d'autres choses qu'on fait. Alors, on fait, comme vous le savez, on a un service d'audio et de vidéo en ligne, Prime Video. Et puis, il y a d'autres business qui sont en train de démarrer. Oui. Aujourd'hui, on travaille avec la société Ariane Espace. On est en train de mettre en place un ensemble de satellites en basse orbite, comme l'a fait Elon Musk avec Starlink. Et on est en train de le faire. Et donc, on a acheté des lancements à la société Ariane, 18 lancements sur les 3 prochaines années. Et donc, on va mettre
toute cette intelligence technique d'Amazon au service d'Ariane pour faire en sorte que voilà, on développe cette société aussi. L'idée, c'est que demain, avec mon téléphone, je pourrais me connecter au satellite d'Amazon pour aller sur Internet, oui. Un peu comme Starlink, etc. Absolument, c'est ça ? Absolument. Et je crois que le lancement, enfin, ça va bientôt arriver, quoi. On a lancé nos premiers satellites, nos 27 premiers satellites il y a quelques semaines. On a annoncé qu'on allait lancer notre deuxième salve de 27 satellites dans les semaines qui viennent. Et donc, c'est vrai que Starlink a beaucoup d'avance par rapport à vous. Mais ils ont un petit peu d'avance, donc on va continuer. Si on va dans les centres de distribution, c'est un truc incroyable que j'ai eu la chance de visiter. C'est dingue parce que c'est énormément technologique. Il y a des robots partout. Et alors, comme on est dans Tech & Co et on est passionné par tout ça, est-ce que justement on va robotiser encore plus ces centres de distribution pour quasiment automatiser le fait qu'à partir du moment où je commande une coque d'un téléphone, bah, tac, 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 tous les robots la prennent, l'emballent et la mettent dans un camion qui va partir chez moi? Alors, non, je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais ce qu'on fait, c'est qu'on met au service des tâches pénibles qui sont réalisés par nos opérateurs, eh bien, on met des robots, on minimise, si vous voulez, la pénibilité du travail. Aujourd'hui, on a robotisé 3 grands centres de distribution en France, et à chaque fois qu'on a robotisé un centre, on a ajouté des emplois dans ce centre, et on montre comme cela que la robotique n'est pas du tout l'ennemi de l'emploi, mais bien au contraire, la robotique permet de créer encore plus d'emplois sur un site. Le dernier en date, qui date des annonces de Choose France, c'est la robotisation de notre centre de Beauve, à côté d'Amiens, où on investit presque 250 millions d'euros. Et grâce à ces 250 millions d'euros d'investissement, on crée 300 emplois supplémentaires sur le site en question. Avec même des robots humanoïdes. Alors, je sais pas, je sais que vous les aviez testés du côté de Seattle, c'était l'année dernière, on les avait vus. Mais peut-être que demain, il y aura des robots qui permettent justement d'enlever ces tâches pénibles, de soulever des charges lourdes, de les ranger sur des armoires, etc. C'est quand même assez impressionnant. Dernier mot, l'espace, le cloud, la robotique. Demain, est-ce qu'on peut imaginer pouvoir acheter encore d'autres choses sur Amazon? Déjà, on doit trouver tout ce dont on a besoin et qui n'est pas directement disponible autour de chez soi. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut encore trouver, qu'on peut encore mettre en ligne et qui ne sont pas encore en ligne. Vous savez, il y a des pans entiers de sélection qui sont disponibles et qui sont difficiles à trouver. Là, j'étais en discussion récemment avec un de mes amis qui cherchait une batterie très spéciale de satellite Inmarsat et qui n'a pas trouvé. Et donc voilà un exemple. Vous avez de drôles d'amis quand même. Ils sont passionnés. mais il n'a pas trouvé, donc on est en train de chercher. Et je ne l'avais pas sur Amazon, donc on aimerait bien l'avoir. Voilà. Cela dit, si vous en aviez, c'est pas la peine d'en avoir beaucoup de stock. Je pense que vous en vendriez pas beaucoup. C'est important de satisfaire l'ensemble des clients. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Frédéric Duval. Merci beaucoup, François. De fêter cet anniversaire en votre compagnie, ce double anniversaire des 25 ans d'Amazon. Bon anniversaire à Tech & Co et bon anniversaire à Amazon. C'est très sympa. Merci beaucoup Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France. Je vous propose tout de suite de retrouver notre deuxième invité. On va parler d'un objet qui a complètement bouleversé notre quotidien, c'est l'iPhone d'Apple. Pascal Cagny est avec nous ce soir. Bonsoir Pascal Cagny. Bonsoir François. Pascal Cagny est un témoin de la tech depuis de très nombreuses années. Pascal a été mon invité dans De quoi je mêle de nombreuses fois à la grande époque d'Apple, mais pour resituer un peu le personnage, aujourd'hui président de Business France, entité très importante pour promouvoir l'entrepreneuriat, les entreprises, grandes ou petites, françaises à l'étranger, fondateur de C4 Industries ou C4 Industries, je ne sais pas comment on dit. En français, c'est C4 Industries. C4 Industries. Mais un début de carrière vraiment dans la tech pure et dure, début de carrière chez Compaq, président de NEC et Packard Bell quand c'est constructeur de PC, assembleur de PC existait. Et puis, directeur général d'Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique de 2000 à 2012, recruté par un certain Steve Jobs. Pascal, c'est ça? Kind of my life. Je vais te le faire en anglais. Incroyable quand même. Écoute, c'est le parcours d'un Français méritocrate de la République qui a eu la bonne idée au moment où il devait aller faire une prépéna de rentrer à son MBA d'HEC. Et puis, plutôt que rester dans le conseil en strat ou au cabinet Borloo à devenir avocat d'affaires, à choisir d'aller vendre des micro-ordinateurs que j'utilisais en tant que jeune consultant. Et voilà. Une machine à coudre avec un écran plasma
On parle là de 86, 87, alors que l'IBM PC sortait. Je ne parle jamais du passé, malgré mes cheveux blancs, j'ai me projeter dans l'avenir. Mais je sais que tu ne parles pas beaucoup de passé, et merci de faire une petite exception ce soir. Mais parce que là, on ouvre... François Sorel et Tech & Co... on ouvre les vieux grimoires de la tech, c'est ça qui est intéressant, parce que mine de rien, tu es un témoin de tout cela, et c'est ça qui est formidable. J'aimerais, pour débuter, que tu nous racontes un petit peu ta carrière chez Apple, parce que c'est formidable. Je vais te tendre un produit qui a bouleversé le monde. Et j'aimerais que, quand tu le prennes avec toi, tu nous dises ce que tu en penses. Incroyable. Ça, c'est juin 2007. C'est le iPhone où on nous reprochait de ne pas avoir le 3G. Okay. Tu sais que présenté par Steve Jobs en janvier 2007. Absolument. Keynote, 8 mégabytes. On avait beaucoup de critiques sur le 3G parce que c'était l'émergence du 2G. Okay. Et en gros, on n'en a disposé ici en Europe qu'au mois de juin, et c'est qu'au mois de septembre. Avec déjà une affaire bien française, l'idée c'était de donner une sorte d'exclusivité à Orange pour pouvoir, en échange, avoir beaucoup de contributions de publicité, mais de discuter aussi avec, à l'époque, Vodafone et Bouygues Telecom. Finalement, c'est Orange qui a eu le contrat. Une exclusivité en quelque sorte de plusieurs mois. Une exclusivité sous réserve que sur chaque appareil, ils allaient mettre une pression publicitaire, puisque on sort d'un univers où il y avait hier Nokia, BlackBerry. Et là, grâce en fait à nos amis de Bouygues, qui étaient outrés, légitimement d'ailleurs, de ne pas avoir eu l'iPhone, ils nous sont amenés à la commission de la concurrence avec un certain monsieur Lasserre, et ils nous ont obligés à distribuer le produit partout. Et pendant de longs trimestres, nous avons eu la part de marché la plus importante, qui montre combien le réglementaire était ou commençait à apparaître comme étant important, puisque j'avais la pression publicitaire. C'était une bonne nouvelle finalement. Alors pas pour Orange, mais la pression publicitaire de Orange, mais la capacité à couvrir tous les territoires avec nos amis de Bouygues qui, par ailleurs, faisaient un travail remarquable. Tu tiens dans les mains, sans doute, le produit le plus emblématique de ces 25 dernières années dans le monde de la tech. Est-ce que tu sentais déjà à l'époque, parce qu'on ne se rendait pas compte, on voyait ce truc-là un peu comme un ovni, c'était le début du multitouch, c'était la première fois qu'on appuyait sur un téléphone pour interagir avec l'écran. Est-ce que tu sentais que tu étais à l'aube d'une révolution ou finalement c'était un peu trop tôt ? François, c'était 2 ans avant que je l'ai senti. La grande révolution, c'est lorsqu'on a le scroll wheel, pour reprendre un terme anglais, et qu'on voit comment on défile de manière digitale l'ensemble des numéros. C'est finalement une évolution totalement naturelle de l'iPod lancée, si je ne me trompe, le 23 octobre 2001. On était à plusieurs itérations. Déjà avec l'iPod 4, on avait fait un saut quantique, puisque 23 octobre 2021, on lance le iPod, puis on lance aussi surtout iTunes, qu'on décide de mettre sur la plateforme à la fois Microsoft, l'ennemi de l'époque, et sur Apple. Et à partir de là, on a pris tout ce qu'on a appris ici et on l'a intégré avec les chips et surtout la communication qui était nécessaire. Et là, dans ce qu'on appelait le Top 100, c'est-à-dire une réunion de 50-60 des plus seniors de chez Apple, et que Steve nous montre cela, on est, je crois que c'est le terme anglais une fois encore, extatique. C'est-à-dire qu'on est en extase totale sur cela. Après, on a eu des doutes. Parce que lorsqu'on vient avec un 2G, que BlackBerry est une référence avec un niveau de sécurité supérieur. Et puis Nokia avait le marché à l'époque. Nokia, oui, absolument. Et Nokia. Nous, c'était BlackBerry parce qu'on pensait qu'on était beaucoup plus impressionnés par BlackBerry. Effectivement, le Nokia, le Razor, si ça vous rappelle quelque chose. C'était Motorola, le Razor. C'était Motorola, absolument. Le Razor était un vrai success story. Le Nokia qui essayait déjà de mettre des claviers, mais du clavier en dur, en hardware. Donc oui, j'ai eu des moments durant cette période-là, tant sur l'iPod, même sur le MacBook Air, où on a révolutionné le concept. On a commencé à créer des coques en aluminium intégrées. Cette petite bêtise qui s'appelait l'aimant qu'on a mis sur le power plug. Sur le chargeur, pour éviter de faire tomber l'ordi lorsqu'il de retour, parce que les gens cassaient totalement le micro-ordinateur avec ça. Cette idée à laquelle a contribué, Johnny Ive, que je retrouve chez Atman aujourd'hui et autres. Donc vous voyez, toute cette génération-là, nous avons été des enfants gâtés, mais c'est aussi pourquoi
et c'est ça que j'aimerais dire à nos auditeurs, les Français, il faut que vous ayez conscience que nous sommes très très bons. Parce que quand je suis arrivé en Californie, j'avais là un nombre de Français incroyable. Bertrand Serlet, qui était quelque part le pape de l'operating system que Steve a lancé en venant de Next. Next, c'est en gros, ça doit être 87-88 jusqu'à 98 au moment où il rentre sur Apple. Et là, vous aviez partout des jeunes Français. Et sur l'iPhone, clairement, on a eu une vraie présence des Français pour la création de cela. Donc il faut savoir qu'on a un conscient rare et unique. Et puis c'est ce que je fais et ce que je vends avec beaucoup de bonheur et de plaisir depuis 8 ans, en étant maintenant renouvelé une fois encore dans ma fonction de président de Business France. Elle est toute récente. Hein, et on a un Choose France qui, une fois encore, est unique, que le monde entier et clairement les Européens nous envient. Donc il faut expliquer que même nous, Français, si on n'a pas été, nous, l'Europe, sur la grande révolution, on a un rôle à jouer. Et puis je parle toujours de la métaphore des Natous, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils n'ont aucune innovation technologique. Ils n'ont fait qu'une seule chose, créer, tirer parti des plateformes. Celle de Google, celle d'Apple. Et puis la bonne idée surtout. Et ils ont pris des business très anciens. Les Natous peuvent être créés en Europe. C'est ça mon message. C'est qu'il faut constamment, que plutôt que de regarder le verre à moitié plein et ce qu'on n'a pas, se dire comment on tire parti de ces plateformes pour créer de la richesse, créer de l'innovation sur notre territoire européen. Pascal, si on prend un peu de recul, tu prends avec moi aujourd'hui. J'en ai quelques-uns. C'est incroyable, c'est émouvant d'avoir ce type d'appareil, parce qu'effectivement, ça traîne dans les... Et regarde le travail du rocher. Quand j'allais voir Steve, il me disait, Pascal, you think it should be... Il devrait être droit ou il devrait être rond? Moi, je voulais lui parler de mes problèmes de business, de marché et autres. Il n'avait aucun intérêt sur la chose, il se préoccupait de ça. Regarde la qualité de la caméra qui est là, toute petite par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'était un 2 mégapixels à l'époque. 2 mégapixels, 8 mégabytes. Ouais, gigabytes. 8 gigabytes, oui, gigabytes au global. Ça venait déjà de iPod, où on avait commencé avec le 4, qui était d'ailleurs un produit Toshiba au global. Et je suis heureux de le retrouver. Comme je l'ai mis derrière une vitrine, je ne le touche jamais. Et ben voilà. Mais il est vraiment... Mais je savais que ça allait te faire... vraiment, il est incroyablement... tu vois, le travail d'ergonomie est fantastique. Non, je suis très fier de ce produit, de ce moment-là. Quels sont les autres moments marquants durant toutes ces années chez Apple? Et puis après, on sortira de chez Apple, mais il y a eu l'iPod, il y a eu l'iPad aussi, qui était quand même une petite révolution. 28 janvier 2010, l'iPad. Déjà, Steve était très, très atteint. Oui. Mais pouvoir se référer et faire la nique à Bill Gates, que par ailleurs j'admire, qui montrait 10 ans avant au Comdex une sorte de iPad qui a été un échec. C'était le tablette PC. Le tablette PC. Et qu'on arrive avec cet iPad en étant quelque part un petit peu encore le challenger, avec un succès faramineux qui fait qu'aujourd'hui, toi, moi et tout le monde sans doute, prenons notre iPad avec énormément de plaisir pour lire les news. Je me rappelle de cette époque où mes amis des Échos me disaient « Pascal, vous prenez 20-30%, c'est inadmissible, on souffre ». Et ce moment rare au web avec notre ami Loïc Lemeur, où je vois mon ami François Morel qui dit nous avons passé le cap des 100 000 utilisateurs. Et là, on savait qu'on passait complètement sur le digital. Donc l'iPad est un très très beau produit. L'iPod évidemment, l'iPad, puis toute la série des Mac. Aujourd'hui encore, ce Mac, c'est pour moi, je n'arrive pas à me défaire du Mac. Moi, je n'ai pas encore utilisé l'iPad pour travailler. L'iPad, c'est vraiment la lecture et un peu plus. Et le travail, c'est vraiment sur des merveilleux écrans, 15 pouces, avec une qualité remarquable, un sens de l'ergonomie fort, extrêmement solide. Je les fais tomber régulièrement. Donc, non, je suis toujours très fier de cette période. Je suis encore très proche de mes lieutenants qui sont tous là-bas. Juan Castellanos, que j'ai recruté chez Packard Bell en 96. J'ai recruté en septembre. Je mariais mon fils ce week-end sur la rive du lac de Com. Plein de bonheur. Merci à lui et merci à son épouse Luisa. Et il me disait, Juan, Pascal, tu te rends pas compte, je suis rentré 6 mois après que je suis rentré chez Apple. Et j'en ai que recruté 2 ou 3 de chez Packard Bell. Et lui, aujourd'hui, le patron de Apple ici. Donc c'est vraiment... Et j'en ai eu vraiment une série. Hugues Assmann, Michel Coulon, enfin que des grands. Si on prend un peu de recul, qu'on sort d'Apple et que tu jettes un œil sur ces 25 dernières années en termes d'innovation, quelle est l'innovation qui t'a le plus marqué, en fait, en dehors de l'iPhone, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, je sais pas moi, qui restera à jamais dans ta mémoire? Vendredi, je composais le speech, le discours pour le mariage de mon fils.
Je suis allé sur ChatGPT pour traduire de français en anglais et en allemand, en italien, puisque c'était une foule très large. Et j'étais étonné qu'il me propose encore de me formater cela selon un speech et de me sortir un PDF avec des supports avec les pauses, le gras pour pouvoir montrer où il fallait que je hausse la voix. Et donc moi, ça, c'est lui qui tout seul savait à quel endroit il fallait que tu hausses le ton. Il a vu discours dans l'entête et il a donc conclu que j'étais en train d'écrire un discours et il me propose cela. Donc moi, je reste absolument émerveillé par les premiers jours où, grâce à Michel Sassano, mon partenaire chez C4 Ventures, qui est mon gourou au global, on a vu ça un peu avant tout le monde. 9 mois avant de lancer ChatGPT, on parlait déjà d'intelligence artificielle et on en parlait à nos partenaires chez C4 Ventures. Et donc je crois que cette aptitude à anticiper, donc je pense qu'on est au début d'une révolution extraordinaire. Ce que vient de montrer encore Microsoft, Google, ce qu'on appelle l'IA multimodale, les plus petits modèles sur lesquels sont allés aussi Mistral, pouvoir passer de chat à Claude ou le chat est absolument fantastique. Donc moi, je suis peut-être encore avec un enfant, un adolescent, sinon égaré, du moins émerveillé. Et ce qui est devant nous est encore ce qu'il y a de plus faramineux. Mais là, c'est quelque chose d'essentiel. Et évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais l'enabler. C'est-à-dire, c'est ce qui rend possible tout cela et va le rendre totalement intéressant et tu connais bien Jonathan Ive. C'est intéressant, l'association Sam Altman, justement, le papa de ChatGPT avec OpenAI, et Sam Altman, designer mythique chez Apple. Qu'est-ce que ça peut donner, tout ça? C'est ce que, d'ailleurs, Steve disait. Je vais vous le faire en anglais, j'essaierai de le traduire. The design is not how it looks, it is how it works. C'est-à-dire, le design, ce n'est pas simplement ce qu'on voit, mais c'est la façon dont ça fonctionne. Et donc, ce carrefour qu'on montrait sur ces slides, on montrait un carrefour un petit peu stratégique qui était entre les arts et la technologie, et ce qui a fondé le succès d'Apple encore aujourd'hui par une attention au détail qui n'existe que dans d'autres produits, mais intégré sur ce software, ce logiciel qui mange le monde, selon notre ami Andersen. Je crois que tout est dit, c'est-à-dire qu'il faut avoir les deux. Et donc, je suis très heureux que Sam ait compris cela, que Johnny, qui est à peine plus jeune que moi, ait embrassé cette logique-là, sachant que si tout se passe bien, on a 20 années de révolution. Donc, comme moi, qui continue d'investir à la fois chez C4 Industries, C4 Ventures, dans la collection et autres, je pense qu'on a deux ou trois décennies absolument merveilleuses. Voilà. Après, il faut imaginer à quoi va ressembler cet appareil, en fait, ce device, pour qu'il soit la meilleure interface avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un petit boîtier qu'on accroche autour du cou, qu'on accroche à sa chemise, un bracelet? J'ai des amis d'Apple qui m'ont montré plusieurs produits sur cela. Ça n'a pas toujours été des succès. L'idée, c'est de pouvoir parler à un appareil et de regarder dans ta main ce que tu regardes. Je pense que tu en as parlé. Je crois que l'iPhone aujourd'hui, avec plus de 3, 4, 5 milliards de produits, est le produit qui va bien. On aura toujours une évolution naturelle, mais restons déjà sur l'iPhone au global. Et je crois que ça va être intéressant, mais on sait déjà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va rendre cela beaucoup plus simple à utiliser. On va le faire rentrer dans la vie de tous les jours. Et il faut absolument que mes Français qui nous écoutent aujourd'hui embrassent cette révolution. Je lisais ce matin une étude faite par la BPI qui montrait qu'on a en gros un niveau d'adoption dans les PME ETI qui est finalement encore très faible. Il existe 56% dans l'idée qu'il faut faire, 26% sur les cas d'usage. J'invite toute ton audience, notre audience, à vraiment embrasser cette révolution-là, à trouver des cas d'usage, à tester, parce que grâce à cela, ils vont faire travailler l'écosystème français qui, pour ce coup-là, moi qui me promène qui voyage et qui travaille dans plus de 30 pays depuis ces 8 années en tant qu'ambassadeur aux investissements étrangers, je peux dire que la France, avec la French Tech et avec l'intelligence artificielle, est vue comme un gagnant du futur. Bien sûr. Et donc, il faut absolument que, localement, là aussi, nous ne soyons pas des prophètes nous soyons prophètes dans notre propre pays. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. D'être venu pour cette émission qui célèbre les 25 ans de la tech. Bravo à vous, BFM surtout. Business. Bravo à toi et tes compères, des compères exceptionnels. Imaginez un quart de siècle à rendre les choses intelligibles. Moi, je tiens, au nom de tout cet écosystème, à te remercier, toi, mon cher François, c'est gentil, et toute ton équipe, parce que c'est nous qui devons te remercier de rendre cela intelligible et de nous amener ici et là
à faire découvrir les merveilleuses choses de la tech. Alors je garde l'iPod. Hein, ça sera mon cadeau. L'iPod, mais je te rendrai l'iPhone. Don't worry. Vous restez avec nous. Ce Tech & Co spécial donc, pour fêter ces 25 ans de tech se poursuit dans un instant, juste après cette petite pause. Autre... on va dire marque, boîte importante, c'est Microsoft. Microsoft avec Corinne de Bilbao qui sera mon invitée dans un instant, parce qu'on fête à la fois les 25 ans de la tech de BFM Business, mais les 50 ans de Microsoft. À tout de suite, merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, émission spéciale 25 ans de tech. BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne, émission spéciale 25 ans de tech. François Sorel. Voilà, un grand merci d'être avec nous en direct sur BFM Business, à la radio, à la télé et en replay, en podcast bien sûr. Et on remercie le public qui est avec nous et qui nous salue chaleureusement. Jusqu'à 21h30, vous le savez, c'est votre rendez-vous tech, un rendez-vous un peu particulier ce soir puisqu'on fête ensemble quelques anniversaires. Les 25 ans de Quoi je me mêle, une émission que j'ai créée il y a 25 ans sur RMC et qui existe toujours, mais aussi les 10 ans de Tech & Co, l'émission que vous retrouvez tous les soirs, que j'ai eu le plaisir de reprendre depuis 2021. Et j'accueille aussi maintenant mon invité qui fête un autre anniversaire. Et celui-ci, il est Mouse Costaud. Corinne de Bilbao est avec nous. Bonsoir Corinne. Bonsoir François. Vous êtes présidente de Microsoft France. Absolument. Et alors c'est dingue parce que tout à l'heure on fêtait les 25 ans d'Amazon France avec Frédéric. Et avec vous, on fête les 50 ans de Microsoft parce que voilà, Microsoft est arrivé il y a 50 ans. C'était en avril et deux personnalités qui sont maintenant dans la postérité, hein, Bill Gates et Paul Allen, deux amis passionnés de technologie, donnaient vie à Microsoft. Absolument, et bon anniversaire d'ailleurs. Merci beaucoup. Et en même temps, nous on fête aussi les 42 ans, on a fêté les 40 ans de Microsoft France, donc on en est à la 42e année. Donc, l'implantation historique sur le territoire français, c'était une des premières filiales ouvertes. Elle est arrivée assez rapidement finalement. Une des premières filiales ouvertes avec l'Allemagne et l'Angleterre. Et c'est vrai que Microsoft a su se réinventer. Enfin, c'est une start-up de 50 ans, moi j'aime bien dire ça, parce que effectivement avec des personnages historiques qui ont lancé Microsoft, mais le fameux Windows, Windows 85, qui a changé la vie de beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises. Et puis le Windows 95, 10 ans plus tard. Et pour la petite anecdote, il y avait quand même les magasins qui étaient ouverts toute la nuit et les personnes qui faisaient la queue dans les boutiques pour Windows 95. Et oui, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas le télarger. Exactement. Ou alors, il fallait 12 ans. Et donc, il fallait faire la queue devant les boutiques. C'est ça, pour prendre le CD-ROM. Ouais. Et maintenant, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs Windows 95. Donc, c'est quand même de Windows, pardon, pas Windows 95. Parce que depuis, heureusement que ce n'est pas Windows 95, ça a évolué depuis. Et donc, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est fabuleux. Et puis, derrière ça, après, il y a eu le grand passage, en fait, de l'entreprise qui avait un modèle d'entreprise de logiciel à une entreprise qui est passée sur le cloud, qui a été le grand virage pris grâce à Satya Nadella, qui a permis finalement de faire ce que Microsoft aujourd'hui, d'être la plateforme de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est les grands moments. Puis il y a eu des choses quand même qui ont marqué. Microsoft, c'est un peu comme une compagne, parfois qu'on aime à la folie, et parfois qu'on déteste. C'est parce que vous êtes un compagnon du quotidien depuis toujours. Un compagnon du quotidien au travail, voilà, un compagnon du et des fois, on n'arrive pas à faire un truc, on vous maudit, puis des fois, on est totalement émerveillé devant vous parce que vous avez pu nous rendre plus productifs. On a pu apprendre plein de choses avec vous. Et puis, il y a des choses qui ont marqué quand même notre esprit. MSN Messenger, quand même, qui a été l'un des premiers chats. Totalement. En fait. Et Teams, quand même, 2017, Teams, et qui a quand même été très important quand le Covid est arrivé, qui a permis à beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises de continuer à travailler, de continuer à opérer. Teams, quelque part, a sauvé beaucoup d'entreprises, et ça a été quand même une aventure fabuleuse. Et puis derrière ça, évidemment, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, Copilot en 2023, l'assistant virtuel. Donc, il y avait beaucoup de révolutions techniques. Il y a eu Clippy, le petit trombone dans les années 90. Mais non, on n'a pas honte parce que ça fait partie de l'histoire. En fait, c'est bien de se rappeler un peu de l'histoire. Alors,
Clippy, oui, mais c'était un compagnon. Là, mais vous savez, quelque part, quand on a fêté les 50 ans de Microsoft, les personnes qui travaillent chez Microsoft adorent Clippy, parce que c'était le petit compagnon et assistant virtuel. Alors, il est peut-être un petit peu maintenant dépassé, mais c'était dans les premiers, ça a mis quand même les assistants virtuels dans le grand public à l'époque, quoi. Donc, ça reste, vous voyez, vous vous souvenez de Clippy, ça prouve que quand même, c'est resté dans les mémoires. Moi, je me souviens aussi de ce fond d'écran qu'on a tous, Bliss, vous savez, ce fond d'écran magnifique, avec cette belle montagne verte, ce ciel bleu, voilà, qui a marqué l'esprit de milliards de gens, finalement. Absolument, parce qu'on avait tout ça au démarrage de Windows. Totalement, oui. C'est resté dans les... C'est incroyable. C'est resté dans les esprits. Et puis, les petits jeux aussi, de temps en temps, on se faisait une petite pause. Ils sont moins longues avec les jeux Windows. Absolument. Des mineurs, jeux des cartes, etc. Et puis après, tout ce qui a été, ce qui est venu dans le gaming, Minecraft, il y a eu beaucoup de... Microsoft, c'est ça aussi, c'est toute la partie jeu, c'est Xbox, c'est... Xbox, toujours le Minecraft, numéro 2 quand même. Vous n'avez pas totalement réussi votre transformation. Sony est number one. Oui, mais il y a beaucoup de... En fait, le jeu évolue beaucoup. Si vous regardez aujourd'hui, le jeu était très axé sur les consoles. Maintenant, vous pouvez jouer partout. Donc, il y a une énorme évolution. Là aussi, il y a eu beaucoup de transformations. Le jeu est devenu... maintenant, l'idée, on dit... Bill Gates disait c'est un PC pour chacun, un PC dans chaque maison. Là, on va pouvoir jouer à partir de n'importe quel endroit et sur n'importe quel support. Donc, cette idée en fait de mettre la technologie dans les mains de tout le monde et la technologie à la portée de tout le monde, ça a toujours été l'idée derrière de dire finalement on démocratise la technologie, elle permet de changer le travail, la façon dont on est dans son quotidien, les interactions. Donc, c'était l'idée de... Et c'est la mission de Microsoft, c'est permettre à chacun de réaliser ses ambitions. Et c'est une belle mission quand même. Vous parliez de travail, vous avez créé Office quand même. Et Office 365, 2011 sur le cloud. Word, Excel, PowerPoint, et qui aujourd'hui sont des compagnons indispensables et qui ont changé notre façon de travailler finalement, comme Copilote est en train de le faire. Exactement. On parle encore un petit peu d'échecs ou pas? Il y en a eu quelques-uns. Windows Phone. On ne peut pas passer à côté de Windows Phone quand même, Corinne. On ne peut pas passer à côté de Windows Phone. Mais en fait, vous savez, ce qui est intéressant, c'est la capacité de rebondir de cette entreprise. Mais bien sûr. Et en fait, quand vous regardez dans la culture, il y a deux choses qui sont très marquées. C'est l'apprentissage, c'est la capacité d'apprendre. Et on apprend aussi de ses échecs. Et ça, c'est super important. Et puis, c'est l'innovation et l'innovation éthique. Et les valeurs éthiques, de diversité, d'inclusion, parce qu'il faut parler aussi de tout ça, c'est-à-dire de tout ce qui a été fait en termes d'accessibilité, pour permettre à chacun justement d'utiliser les outils. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré, et qui est très ancré dans la culture qu'a voulu diffuser Satya. C'est ce qu'il appelle le growth mindset, cette capacité d'apprentissage. Donc oui, on apprend aussi de ce qui n'a pas marché, et en même temps, cette inclusion de tous, cette démocratisation de la technologie, quelle que soit votre situation. Sans oublier les sujets de diversité et l'importance de la diversité dans le milieu technologique. Et là, c'est aussi un de mes thèmes favoris, l'importance d'avoir beaucoup plus de femmes dans la tech. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ancré aussi dans l'entreprise. Vous avez des objectifs, vous vous y tenez, justement? On a des missions, on est engagé à donner des chances à chacun. Donc oui, on a effectivement, on s'assure qu'on puisse, dans les recrutements, ouvrir à chacun. On a gagné un trophée la semaine dernière de talent sur l'entreprise la plus diverse, qui a travaillé justement sur Women in AI, les femmes dans l'IA. Et on a aussi travaillé avec un certain nombre d'organisations comme Simplon pour faire des bootcamps et pour emmener beaucoup plus de femmes dans l'intelligence artificielle, parce que là aussi, il y a besoin de diversité, parce que c'est ça qui va permettre effectivement d'avoir une diversité de solutions, d'opinions. Et puis vous en êtes l'illustre représentante, en plus. Et je suis une des représentantes, mais on a beaucoup de femmes talentueuses chez nous. Ouais. Il y a eu un avant et après Satya Nadella, on est d'accord, non pas qu'on remette en cause tout ce qui a été fait avant, mais c'est vrai qu'il y a eu une direction qui a été prise par Satya Nadella, qui est totalement différente, une ouverture au monde, une ouverture aussi aux écosystèmes concurrents, et cette montée en puissance du cloud. Et puis, vous le disiez, l'intelligence artificielle, l'épisode OpenAI, Microsoft qui investit énormément d'argent dans OpenAI, et ChatGPT qui, aujourd'hui, coule dans les veines de Copilot, dans beaucoup de vos produits.
En fait, la mission et l'ambition de Satya et de Microsoft, c'est d'embarquer tout un écosystème, c'est-à-dire de permettre d'avoir cette ouverture sur le monde extérieur. Et ça, c'est vraiment Satya, comme ça a été finalement la transformation vers le cloud. Et c'est pour ça que, par exemple, alors que vous regardez, vous parlez d'intelligence artificielle, aujourd'hui, sur Azure, qui est notre cloud, on propose 1800 modèles, et des modèles variés. Mistral est un modèle, DeepSeek, mais dans un environnement sécurisé. Donc c'est des modèles concurrents aussi. Des modèles concurrents, et c'est des modèles qui, en fait, sur cette plateforme-là, permettent à chacun d'utiliser ce qui est important par rapport à ses applications précises. Donc c'est cet écosystème, cette ouverture qui a été le marqueur de ce qu'a voulu faire Satya, comme de dire que finalement c'est une plateforme technologique qui a aussi pour ambition de pouvoir créer des écosystèmes et une économie dans chaque pays. Et c'est d'où les investissements dans les infrastructures, d'où les investissements dans la formation aussi, parce que finalement le développement de l'IA et de l'IA générative sera limité si on n'arrive pas à embarquer et à investir dans cette formation. Et c'est le sens de tous les investissements qu'on a fait récemment et qu'on a annoncé à Chose France. On est au début de l'histoire de l'IA générative aujourd'hui. On sent que notre société va être complètement métamorphosée, bouleversée par cette technologie. En fait, il y a une adoption qui est super rapide. Vous parliez de ChatGPT, c'était 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Il n'y a aucune technologie qui a été adoptée aussi rapidement. Et en fait, c'est arrivé dans notre monde quotidien, mais aussi dans le monde du travail. En 2024, il y a une adoption très rapide de cette technologie-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est entré dans l'ère des agents, c'est-à-dire finalement ces compagnons virtuels qui vont pouvoir faire différentes choses pour nous, qui vont pouvoir faire des recherches pour les agents les plus simples, qui vont pouvoir réaliser des actions pour nous, ouvrir des tickets quand on a un problème informatique. C'est des assistants. Ou qui vont être des assistants virtuels, ou qui vont pouvoir, sur des processus un peu plus complexes, collaborer entre eux. Donc on est passé de cette intelligence artificielle qui est dans le monde du travail aujourd'hui, avec des taux d'adoption qui sont très élevés, et y compris en France d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez quand même 70% des dirigeants qui disent que cette technologie va être essentielle dans leur stratégie. Et il y a une adoption dans le monde du travail qui est importante, 56% des professionnels. Et maintenant, l'ère des agents est arrivée avec des cas d'application super concrets. Passionnant ce sujet. Merci beaucoup, passionnant. Corinne. Voilà, merci à vous. On dessine déjà un peu le futur avec ces agents IA, alors que Microsoft fête ses 50 ans cette année. Bon anniversaire encore à vous. Et bon anniversaire aussi. Eh bien voilà, c'est cool. Je crois qu'il y a un gâteau. J'espère qu'il y a un gâteau qui va arriver. Ça va être cool. Corinne de Bilbao, donc président de Microsoft France. Et puis, je vous propose maintenant d'aller du côté de la Silicon Valley pour rejoindre Mélinda Davant-Soulas de la rédaction de Tech & Co. Et elle va nous emmener ce soir au cœur d'un endroit mythique, c'est le Computer History Museum, que je crois que vous connaissez, Corinne, qui est à Mountain View, et qui retrace 2000 ans en fait, d'histoire de l'informatique, des premiers bouliers jusqu'aux ordinateurs ultramodernes. Et on retrouve donc tout de suite Mélinda Davant-Soulas et on revient juste après. S'il y a bien une pièce du musée qui pourrait se targuer d'être à l'origine de l'ordinateur moderne, c'est bien Enigma, la fameuse machine utilisée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale pour chiffrer n'importe quelle communication militaire grâce à un système de retors très complexe qui permettait de remplacer une lettre par une autre et qui a poussé notamment les Alliés à chercher des solutions. Eh bien la solution, ce sera la bombe, une machine conçue par le mathématicien Alan Turing, un modèle mathématique qui permettait de simuler n'importe quel algorithme et de faire surtout des milliers de calculs en un temps record. Enigma a posé les bases du chiffrement moderne, Turing celle de la programmation informatique. Aujourd'hui, n'importe quel ordinateur moderne base son raisonnement sur le principe de la machine de Turing. Turing, un inventeur qui ne connaîtra, lui, de son vivant, aucun ordinateur moderne. Mais il y a une question à laquelle même le musée est incapable de répondre. Qui a inventé le premier ordinateur? Est-ce l'Atanasoff Berry ou l'ENIAC? Question toujours en suspens. Les années 70 sont un âge d'or pour l'ordinateur qui entre enfin à la maison. On parle d'Apple souvent, l'Apple I, l'Apple II qui est ici, Commodore, tous s'invitent dans la maison pour que l'ordinateur devienne un peu plus grand public. Et puis parmi le public et les amateurs, il y a aussi les fans de PC. Ils vont avoir une révolution avec l'Altair 8800. Pour la première fois, un ordinateur peut être programmable
par des amateurs, juste des fans. Et parmi les fans qui vont s'en apercevoir, on note 2 noms très connus, Paul Allen et Bill Gates. Ils n'ont pas d'Altair 8800, mais ils vont quand même créer un langage basique pour cet ordinateur. Ils le présentent à MIT, l'entreprise qui l'a conçu. C'est le succès, c'est la naissance de Microsoft. MIT n'a pas survécu, Microsoft des années encore. Le Computer History Museum fait aussi la part belle à la modernité. On y parle l'évolution du MP3 vers les services de streaming musical, de jeux vidéo, de World of Warcraft par exemple, mais aussi évidemment d'intelligence artificielle et de Elisa, le tout premier chatbot à l'IA qui date déjà des années 1950, ou encore de la voiture autonome. Ce musée raconte l'histoire de l'informatique de la Silicon Valley et de l'informatique du monde entier. Aussi, en terre californienne, il y a un mot d'ordre, on ose et on ose essayer, quitte à se rater, mais toujours pour le bien de l'humanité. Ça donne envie de visiter ce musée de l'informatique. Voilà. Merci beaucoup Amélinda d'Avansoulas. Prochain invité, je vous propose cette fois-ci d'aborder un autre secteur, celui du divertissement des médias, avec un spécialiste qui nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Jean-David Blanc. Bonsoir Jean-David. Bonsoir François. Merci d'être là. Jean-David Blanc, alors, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais en tous les cas, vous connaissez sans aucun doute quelques-uns des services que Jean-David a créés. Allociné, incontournable Allociné. On tape n'importe quel titre de film, ça arrive sur Google, et on a les bandes annonces, on a les avis des gens, enfin c'est incroyable, c'est devenu aujourd'hui un mastodonte Allociné. Tu as créé ça, Allociné, mais avant d'être un site web, c'était un service par téléphone, je crois, non? C'était un numéro de téléphone qui était le 40 30 20 10 à l'époque. 40 30 20 10, monsieur, SVP. Oui, exactement, exactement. L'idée date de 88. La marque a été déposée en 1988, au siècle dernier. Et le service a été lancé en 93, donc il a fallu 5 ans pour mettre en place tout ça. Mettre en place tout ça. Parce que derrière, il y avait un travail de titan de mettre en fait au pas tous les exploitants des salles, parce qu'avant c'était un peu le Far West. C'était surtout la technologie qui était compliquée, parce que par téléphone, à moins de mettre des opératrices, mais c'était pas ni l'idée, ni même la possibilité économique de le faire, c'était d'imaginer une technologie qui permette par téléphone, et à l'époque les téléphones étaient encore à cadran, étaient loin d'être mobiles, de pouvoir en quelques secondes trouver la salle et l'horaire d'un film qu'on a envie d'aller voir. Et voilà, donc ça a super bien marché. Après le téléphone, il y a eu quoi, le Minitel? Alors après, oui, alors c'était plutôt un passage, le Minitel, parce qu'en fait, le modèle d'Allociné était déjà d'être un service gratuit. Ok. Ce qui était le contraire absolu du Minitel. Du Minitel et des numéros surtaxés de l'époque, 36-68, qui était la panacée à l'époque. Et donc le Minitel, on a fait un service Minitel qui, à l'inverse de tout ce qui existait, était fait pour être consulté le plus vite possible. Le but, c'était qu'on tape le titre du film, il détecte l'endroit où vous êtes, ils vous disent voilà tout de suite les salles. Voilà, les horaires, etc. Alors que les Pariscope, 36-15 Pariscope et autres, vous faisiez rester le plus longtemps possible, parce qu'il y a 2 francs à l'époque la minute, ça leur rapportait plus. Je me souviens de notes de téléphone qui étaient quand même assez salées. En revanche, quand l'Internet est arrivé, en 95, 16, 17 à peu près, évidemment, tous ces services-là, leur modèle économique n'avait plus aucun sens. Tu attendais que l'Internet soit prêt pour pouvoir le lancer? Tu sentais, tu avais déjà cette vision? Alors, quand on a choisi le modèle économique, non. On l'a fait de manière défensive. On s'est dit, si on veut être sûr d'être beaucoup utilisé, il faut faire un service gratuit et trouver un modèle alternatif. Mais quand l'Internet est arrivé, c'était une aubaine, parce que c'était le modèle qui s'imposait, de ne pas payer à la minute, mais de trouver des modèles alternatifs. Et donc ça s'est fait tout à fait naturellement, et ça a été immédiatement un succès sur Internet. Tu es resté plusieurs années à la tête d'Allociné, et puis après, vos chemins se sont séparés. Oui, entre 88 et 2002, donc 14 ans. 14 ans quand même, pas mal. Aujourd'hui, même Allociné se porte très bien. C'est intéressant de voir que c'est très résilient. C'est une des plus anciennes start-up de France encore existantes. 88, disons 90, allez. 2025, c'est 35 ans. Et déjà dans le nom, Allociné, on sentait que ça commençait par le téléphone, quoi. Oui. Non, mais c'est dingue quand même. On se rend plus compte maintenant. Mais Allociné. Oui, bien sûr, c'est du téléphone. Après donc ton départ d'Allociné, tu décides d'investir dans pas mal de boîtes qui ont plus ou moins bien marché. Il y en a qui ont très bien marché. Mais la première dans laquelle j'ai investi, s'appelle Mythique. C'est Mythique. J'ai eu beaucoup de chance. La boîte de Marc Simoncini. Exactement.
qui a failli venir ce soir, mais qui n'a pas pu parce qu'il avait d'autres choses. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que plus récemment, tu as pris un autre virage technologique parce que tu l'as senti venir. C'est le virage du streaming en créant Molotov. Oui, c'est surtout oui, le streaming, bien sûr, ça c'est la technologie, mais c'est surtout les usages de la façon de consommer la télévision. Et on se rend compte d'ailleurs, maintenant, ça fera 10 ans l'année prochaine qu'on a lancé Molotov, que ça devient aujourd'hui un standard que de se connecter à la télévision par le biais d'applications plutôt que de box. On voit bien la multiplication des offres, comment on appelle ça, dual play ou monoplay, enfin sans la télé, oui. que lancent maintenant tous les opérateurs. À des prix justement très bas. Voilà. Que les télés sont maintenant toutes connectées, qu'on passe d'une app à l'autre. Alors c'est vrai que les services de streaming ont énormément poussé à ça. Les Netflix, les Amazon Prime, les Disney+, qui ne sont accessibles qu'en OTT, ont fait que finalement, pourquoi pas une app pour la télé. Le streaming a tout changé. Tout changé, oui. Je rappelle qu'avant, pour regarder des films, c'était VHS, DVD. Vidéoclub au coin de la rue. Vidéoclub au coin de la rue. Ou alors les chaînes linéaires, oui. Les cassettes qu'on oubliait de rendre et qui nous coûtaient une fortune. Oui, absolument. On a connu ça, messieurs, dames. Eh oui, c'est dingue. Et le streaming, aujourd'hui, c'est la suite logique. C'est devenu la norme. Tout passe par Internet, et puis sur tous les écrans, et on passe d'un appareil à un autre. Et en même temps, c'est intéressant ce que vous dites, parce on va lancer là maintenant une étude sur les usages de tout ça. Alors, pas des études quanti, parce qu'on a tous les chiffres de médiamétrie, mais comment les gens vivent le fait de passer de savoir où se trouve quoi, et comment je consomme, et pourquoi je vais sur telle plateforme pour voir tel truc, ou comment se porte la télévision là-dedans, et quel type de programme je regarde, et où et sur quel écran. Les gens consomment 5 heures d'écran, en vidéo, je veux dire, par jour, mais du très grand écran au petit écran ou au très petit écran. Tu vois, et qu'est-ce que je consomme quand et où? Ça arrive que 2 personnes allongées dans le même lit regardent une série, mais ensemble, mais pas sur le même écran. Mais pas le même épisode. Pas le même épisode, ou pas au même endroit. Et chacun qui est en avance, il n'a pas intérêt à spoiler l'autre, parce que c'est oui, voilà, exactement. C'est cette étude-là qu'on mène en ce moment sur essayer de comprendre comment les gens consomment la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, le streaming est rentré dans notre vie, ça a complètement révolutionné. Le streaming vidéo, mais aussi musical, audio. Ça a commencé par ça. Exactement. Toi qui es un peu visionnaire, quel est le coup d'après, à ton avis? Comment tout ça va évoluer? C'est toujours difficile à dire parce qu'il y a tellement de facteurs. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de temps qui se passe maintenant aussi sur les réseaux sociaux vidéo, c'est-à-dire les TikTok, où on scrolle et on regarde des vidéos. Est-ce que ça, c'est une forme d'usage qui va continuer à se développer pour d'autres choses que le social? C'est très possible. Chez Molotov, on étudie en ce moment une façon de zapper, finalement, dans la télévision, un peu de manière nouvelle. Retourner au zapping, d'une certaine manière. Tu vois. Comment ça? Imagine qu'on puisse scroller dans la télé comme on scrolle dans le TikTok. Ok, d'accord. Mais que ce qu'on voit, c'est le bon programme. Tu te bloques sur BFM Business, bien sûr, tu peux plus bloquer. Et bien sûr, t'es bloqué. Là, c'est bloqué, t'es obligé de regarder jusqu'à la fin. Sur la canal 13, c'est ça, bien sûr. Ça, c'est BFM TV, attention, ne confond pas, monsieur. Ça, c'est BFM Business. Donc, c'est ce genre d'usage, et comment l'intelligence artificielle va interagir là-dedans. Alors, il y a eu les débuts avec la recommandation, tu vois. Mais ça peut aller plus loin. Voilà, c'est tout ça qu'on observe pour essayer de comprendre et d'anticiper. Est-ce que la télé est en train de mourir? Ah non, pas du tout. Ah non, je suis absolument convaincu du contraire. D'ailleurs, les audiences se tiennent, en fait. Mais par contre, il y a quand même une érosion de l'audience. Enfin, les TF1... ça dépend pourquoi, à quel moment. Regardez, samedi soir, oui, bien sûr. Record absolu. Le sport prend une place de plus en plus importante pour les grandes audiences. Les événements, évidemment, d'actualité qu'on veut vivre en direct, qu'on vit en direct. Et puis des grands événements de fiction, alors que ce soit du flux, par exemple, la Star Academy, des choses comme ça, ou des grands films ou séries qui sont des événements. C'est beaucoup plus événementiel, en fait. Est-ce qu'il faut avoir peur des GAFAM, en tout cas de toutes ces boîtes américaines qui investissent énormément d'argent dans les droits? Est-ce qu'elles peuvent faire disparaître, en fait, des éditeurs européens ou français qui n'auront pas les épaules assez larges pour pouvoir investir, je ne sais pas moi, dans le foot, dans le tennis? Clairement, on le voit, oui. Clairement, oui. Alors donc, pour le consommateur, ça ne changera pas grand-chose, ça va se substituer. Mais pour les éditeurs français, oui, c'est clairement une menace. C'est pour ça qu'il y a des tentatives de rapprochement comme TF1 M6 c'est pas évident, ouais. Et le futur de Molotov?
Comment va évoluer Molotov? Molotov, sa vision, c'était deux choses. C'était d'abord de distribuer la télévision en streaming, ce qui n'existait pas. Je rappelle qu'à l'époque, c'était la TNT ou les box. Et puis c'est P+, P-. Ça a été de changer l'ergonomie, la façon dont on voit ce qui passe à la télé. Moi, Molotov est né d'une idée très simple. Un jour, j'étais en train de zapper dans les chaînes, et 150 chaînes dans l'année 2010. Sur une box opérateur. Sur une box, je ne sais plus quel opérateur. Et je passais d'une chaîne à l'autre. Donc sur les 150, il y avait peut-être 20. Je suis passionné de cinéma, comme chacun a pu le comprendre avec Allociné. Je zappais dans les 30 chaînes de cinéma, qui étaient à l'époque cinéphile, ciné machin. Bon. Et à chaque fois, je tombais au milieu d'un film. Qu'est-ce que c'est que ce film? Quand c'était un film qui me plaisait, j'étais à la fin, au milieu, machin. Il n'y avait pas le rembobinage. Il n'y avait pas le rembobinage. On ne savait pas ce que c'était. Et puis, on ne savait pas ce qu'il allait y avoir après. Avant, quand j'étais jeune, il y avait Télé 7 jours ou Télé Câble Hebdo. Et puis, en début de semaine, je regardais les grandes photos. Ah, ça, je vais le regarder, ça, je vais le regarder, etc. En 2010, 150 chaînes, c'est devenu un annuaire, le truc. C'est indigeste. Enfin, vous aviez des programmes en tout petit. Donc, finalement, on ne lisait plus ce truc-là. On zappe. Mais en zappant, on ne sait pas ce qui passe. Et il m'arrivait très souvent de louper des films qui venaient de commencer ou de ne pas savoir que dans 10 minutes, il y a un film génial. C'est ça aussi qui a changé tout le streaming. Merci beaucoup. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut changer l'ergonomie de ça, et d'où est née l'idée de Molotov. Voilà, qui existe aussi en offre gratuite. C'est ça qui est cool. On peut tester, goûter à Molotov avant de pouvoir s'abonner. Merci Jean-David Blanc d'être venu pour cet anniversaire des 25 ans de Tech sur BFM Business et de quoi je me mêle. Merci. Bon anniversaire à Tech & Co. C'est très sympa. Merci. Et vous restez là. On fait une petite pause et on repart. On va parler entre autres objets connectés, maisons connectées avec nos 3 invités qui arrivent dans un instant. Tech & Co, la quotidienne, émission spéciale 25 ans de tech. BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne, émission spéciale 25 ans de tech. François Sorel. Et oui, un Tech & Co spécial ce soir pour fêter les 25 ans, donc de quoi je me mêle, les 10 ans de Tech & Co et se plonger durant toute cette journée sur BFM Business sur les innovations qui nous ont marqué ces 25 dernières années. Je vous propose maintenant de nous intéresser à un sujet passionnant, ce sont les objets connectés. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de la maison, de la santé connectée ces 25 dernières années? On va en parler avec sans doute l'un des plus grands spécialistes de ce sujet en France. Il s'agit de Fred Potter. Bonsoir Fred. Bonsoir François. Merci d'être avec nous Frédéric, d'autant que votre parole est rare. Merci d'avoir accepté de fêter avec nous ces 25 ans de quoi je me mêle et les 10 ans de Tech & Co. Tout le plaisir est pour moi. J'ai eu l'occasion de venir à nombreuses reprises. C'est vrai. Je suis très heureux d'être là ce soir. Alors, vous êtes le fondateur de Netatmo, vous avez été aussi cofondateur de WeThings, au tout début de l'histoire de WeThings, qui aujourd'hui est piloté par Eric Carrel et qui fabrique des objets connectés santé. Netatmo, rappelons-le, station météo connectée, tout un univers en fait de produits dédiés à la maison connectée que vous avez quitté aussi puisque Netatmo a été racheté par Legrand il y a quelques années. Et vous avez travaillé chez Apple ces derniers temps pour un projet secret. Qui est toujours secret? Qui est toujours secret, exactement. Donc j'ai quitté le groupe Legrand, donc j'ai vendu Netatmo à Legrand en 2018. J'ai travaillé 3 ans dans le groupe Legrand comme directeur technique. Oui. Et après, j'ai passé 3 années à Cupertino chez Apple à travailler sur des projets secrets. Qui ne seront peut-être plus un jour, on verra bien. J'espère bien. Parce que c'est un sujet évidemment qui intéresse tous les géants de la tech américaine, la maison connectée, la connexion entre tout cela, et j'imagine qu'Apple est à fond là-dedans, évidemment. Fred Potter, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un témoin de toutes ces innovations et ces évolutions technologique depuis ces 25 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, ces 25 dernières années en termes de connectivité? Quelles sont les dates importantes en matière d'innovation technologique dans la maison connectée ou la santé connectée? Tiens. Alors, je dirais tout d'abord, le premier objet connecté, c'est Rafael Adjian Le Nabastag. Ouais. Donc, il faut lui reconnaître la paternité d'avoir créé la catégorie. Eh bien, il sera juste là après vous. Eh ben, donc, ça tombe bien. C'est bien mérité. Voilà, c'était un objet, voilà, on ne savait pas très bien à quoi ça servait. Moi, je me suis concentré sur des objets qui avaient des usages bien compris, bien connus. Le pèse-personne à la création de WeThings, ouais. La station météo, puis le thermostat à la création de Netatmo. Finalement, en prenant ces objets ordinaires que tout le monde connaît, dont l'usage est compris, et en les connectant à Internet. Et grâce à la connexion à Internet, ils ont une mémoire infinie,
une puissance de calcul infinie, ils sont accessibles à distance et donc ils peuvent offrir toutes sortes de services supplémentaires tout en restant bien compris par le grand public qui, lorsque son thermostat est en panne, va venir le remplacer par un produit connecté, puisque je crois qu'en sortie de caisse chez Leroy Merlin, les produits connectés ont dépassé les produits non connectés il y a presque 10 ans maintenant. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est rentré un peu dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on achète parfois même des ampoules, on ne sait même pas si elles sont connectées ou pas, finalement. Ça devient un peu comme les télés. Ça devient un confort qui nous permet d'économiser d'énergie. Parce que souvent, toutes les innovations que vous avez mises en place étaient là aussi. Le thermostat connecté, c'était pour économiser d'énergie. Voilà, alors le thermostat connecté, effectivement, quand vous avez des consommations électriques avec le prix qui varie beaucoup dans la journée, avec des heures pleines, des heures creuses, le fait d'avoir un produit connecté pour contrôler votre énergie vous permet bien évidemment d'abord de consommer de l'énergie moins carbonée en favorisant la consommation lorsque les sources d'énergie renouvelables ou décarbonées sont accessibles, et puis de faire des économies d'argent. Donc c'est vraiment un produit d'avenir, la maison connectée. Je pense que dans les prochaines réformes du bâtiment, et l'ART, je ne sais pas, 2030, on viendra imposer finalement que tous les grands consommateurs d'énergie dans la maison soient connectés au réseau et prennent des instructions de tarifs ou de sécurité pour venir moduler leur consommation. Vous avez inventé pas mal de choses. Vous avez été à la tête, donc, je le disais, à la fois de WeSings, mais aussi de Netatmo. Quelle est l'innovation dont vous êtes le plus fier? Celle qui, vous dites, alors, ça, ce jour-là, j'ai été bien inspiré. Il y en a deux. Le PESPerson WeSings, auquel je suis très attaché, parce que c'est vraiment la première fois. C'est un travail analytique. On s'est promené dans les rayons de Darty ou de la Fnac pour regarder qu'est-ce que les gens achetaient. Et on est venu prendre un objet qui était perçu comme un objet sans valeur, où voilà, bon, ça donne le poids, et on l'a transformé en un projet de suivi de la santé. Donc ça reste un objet auquel je suis très attaché. Et qui a beaucoup évolué depuis. Voilà, qui a eu beaucoup d'évolutions sous l'impulsion d'Éric Carrel, qui a repris la société après la cession à Nokia. Et puis le thermostat Netatmo, parce que le thermostat Netatmo, c'est un produit populaire. C'est-à-dire, quand on regardait la sociologie de nos clients, on voyait beaucoup de gens qui avaient des téléphones entrée de gamme qui utilisaient ce produit, qui est vraiment rentré très profondément on va dire, dans toutes les couches de la population. Et ça, c'est vraiment un succès. C'est-à-dire que vous arrivez à faire une innovation technologique, mais qui n'est pas réservée, on va dire, à la clientèle habituelle des gadgets, mais qui vraiment va dans un pavillon à Chelles-sur-Marne, avec vous voyez, dans une famille normale, qui va investir 179 € dans ce produit pour faire des économies d'énergie. Et donc voilà, c'est vraiment un produit qui percole à travers la société. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux produits sont sont français. On apporte cette French touch grâce à vous. Il y a une vraie, comment dirais-je, une vraie patte française dans la manière de concevoir l'électronique. Alors même si je sais que c'est compliqué, ces objets connectés sont français, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et est-ce qu'on a une spécificité par rapport aux autres? Alors d'abord, on a de très bons designers. On a Philippe Stark, place du Trocadéro à Paris. On a Helium, avec lequel on avait fait les produits WeSings. On a Alexandre Moronoz, avec lequel on avait fait beaucoup de produits chez Netatmo. Donc d'abord, on a les designers. Ensuite, on a d'excellents ingénieurs pour faire la conception mécanique, la conception électronique. Très souvent, la fabrication était réalisée à l'étranger, un petit peu en fonction des circonstances, en fonction des produits à droite ou à gauche, beaucoup en Chine, aussi en Roumanie, aussi en Italie. Donc avec un schéma industriel qui dépendait vraiment du produit. Et effectivement, on a beaucoup essaimé. Aujourd'hui, vous voyez Ledger, même si c'est avant tout une société autour des cryptos, ça reste aussi une société de hardware. Oui, il y a du hardware, puisque en fait, il y a un hardware qui c'est le hardware qui permet le service et le logiciel. Il y a Numworks, les calculatrices pour le lycée, dont j'ai eu le plaisir d'accompagner le dirigeant. Il y a Perifit dans la santé féminine. Il y a plein d'autres initiatives d'objets connectés qui ont éclos en France. Fred Potter, dernière question.
si on remonte le fil de ces 25 ans, quelle est pour vous, selon vous, dans tous les domaines, l'innovation qui vous a le plus marqué? C'est le téléphone portable avec écran, le smartphone qui finalement a mis dans la poche de tout le monde l'accès à Internet. Avant l'accès à Internet, il fallait aller dans un endroit spécial, au bureau, chez soi, à la bibliothèque pour accéder à Internet. Et avec le smartphone, on a pu le faire partout. Et pour les industriels comme nous des objets connectés, ça a été une immense opportunité sur laquelle on a eu l'occasion de surfer. La prochaine étape, c'est quoi à votre avis? On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Voilà, beaucoup de nos invités ce soir voient ça comme le prochain game changer. Est-ce que ça va aussi bouleverser ce domaine de la maison connectée, à votre avis, l'IA? Alors, il y a déjà beaucoup d'IA dans la maison connectée depuis très longtemps. Les caméras Netatmo faisaient de la reconnaissance faciale à leur lancement en 2015, c'était il y a 9 ans. Oui, avec la reconnaissance faciale biométrique, etc. Le génératif dans la maison connectée, je ne sais pas. Je pense que ça va beaucoup impacter le jouet. Donc on va pouvoir mettre dans le jouet pour enfants de l'IA générative pour... C'est intéressant que vous disiez ça, puisqu'il y a 2 semaines, on recevait le patron d'une jeune boîte française qui a créé une espèce de peluche avec à l'intérieur un boîtier connecté à une IA générative pour que l'enfant puisse avoir des histoires, discuter en fait avec la peluche. Voilà, donc là on va avoir certains objets connectés comme ça, surtout dans le monde du jouet, qui vont en bénéficier. Dans la maison connectée, je ne pense pas tellement qu'on ait besoin du génératif, mais voilà, de toute façon le monde ne va pas s'arrêter de tourner et il y aura toujours des innovations. Voilà, merci beaucoup Fred Potter d'être venu sur le plateau de Tech & Co la quotidienne pour fêter ses 25 ans. Et avant d'accueillir notre nouvelle invitée ce soir dans Tech & Co la quotidienne, eh bien, petit reportage. Je vous propose d'aller du côté de la Silicon Valley pour retrouver Melinda Davansoulas. Certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines ont été imaginées ou lancées, vous le savez, depuis le garage de leur créateur. C'est une légende, c'est comme ça. On peut citer HP, Microsoft, Amazon. Des récits qui nourrissent le mythe du garage. Et Melinda a pu faire la tournée des plus emblématiques de la région. Regardez ce petit reportage, écoutez-le et on revient juste après. D'un projet universitaire au succès, il n'y a finalement qu'un garage. Eh bien oui, c'est dans cette maison qui a appartenu à Dave Packard qu'avec William Hewlett, ils ont eu l'idée d'un oscillateur audio à haute fréquence, un appareil qui sert à tester le matériel. Le premier propriétaire en sera Disney, qui l'a utilisé pour tester les salles qui ont projeté Fantasia. Ils vont rester seulement 1 an dans ce petit garage derrière moi à rechercher, améliorer leur matériel et surtout donner naissance à une entreprise, Hewlett Packard. Hewlett Packard et pourquoi pas Packard Hewlett, tout simplement parce qu'ils l'ont joué à pile ou face. En tout cas, la maison a été rénovée en 2005 par l'entreprise HP elle-même. Elle est aujourd'hui un site classé historique dans la Silicon Valley. Vous ne connaissez sans doute pas cet endroit et pourtant c'est dans ce garage qu'est né Google. C'est ici même que Larry Page et Sergey Brin se sont réunis, un tableau blanc, une machine à café et quelques camarades de promotion pour créer leur fameux moteur de recherche, trouver une solution à notre façon de chercher sur Internet qui ne leur plaisait pas. Mais ce n'est le garage ni de l'un ni de l'autre, c'est le garage de Suzanne Wojcicki, leur ancienne camarade de Stanford qui deviendra par la suite patronne de YouTube. Pour 1 700 $ par mois, elle leur loue pendant 5 mois le temps qu'ils mettent à créer Google, à le peaufiner avant de prendre de plus grands bureaux à Palo Alto, là où on aura le siège par la suite. En 2006, Google a racheté ce garage pour en faire un lieu marquant de son histoire. S'il y a bien un garage célèbre dans la Silicon Valley, eh bien c'est le garage qui est derrière moi. C'est le garage de la famille Jobs. Oui, c'est là que Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, celui qu'on a un peu tendance à oublier, ont donné naissance à Apple. Mais c'est surtout un garage mythique et qui fait beaucoup pour la mythologie d'Apple parce qu'on disait que c'est ici qu'avait été créé l'Apple I et l'Apple II. Il n'en est absolument rien. Steve Wozniak a conçu les prototypes des 2 ordinateurs chez lui et même chez HP où il travaillait à l'époque. Le garage de Jobs servait surtout de base logistique. D'ailleurs, le duo y restera 1 an seulement avant de déménager à Cupertino. Les belles histoires de la tech ne se sont pas écrites seulement dans les garages de la Silicon Valley. Microsoft verra aussi le jour dans le garage de Bill Gates à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et puis, il y a évidemment l'histoire de Jeff Bezos, à quelques pas d'ici, à Bellevue, dans l'État de Washington. Dans son garage, il donnera naissance à sa première librairie en ligne. Et l'autre histoire très célèbre hors de la Silicon Valley, eh bien c'est celle de Michael Dell au Texas. Son entreprise, elle aussi, est née dans un garage.
Voilà, et on accueille tout de suite notre prochain invité sur le plateau de ce Tech & Co, la quotidienne spéciale 25 ans d'innovation tech. C'est Rafi Aladjian. Bonsoir Rafi. Bonsoir François. Si le public savait qu'ils sont en train d'applaudir le dinosaure français de la tech. Un des dinosaures français de la tech. Un des dinosaures français de la tech. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous-même. Je le revendique. Vous le revendiquez. Je ne me serais pas permis de vous traiter de dinosaure, mon cher Rafi. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Cela dit, dinosaure de la tech, ça vous va plutôt bien. Parce que 86, le Minitel. Quelques années plus tard, vous lancez le premier service Internet en France, FranceNet. 94. 94 Internet, on ne sait pas ce que c'est. Les Français ne savent pas ce que c'est. Pendant 15 jours, en 94, j'avais 100% de part de marché de l'Internet. Toute activité confondue. Nananaire Orange. Hein, Nananaire Orange. Oui. C'est ça. Hein, et puis, donc voilà, vous avez été toujours un peu un défricheur de technologie. Vous avez fait plein de choses étonnantes. Là, votre dernier projet, c'est Juice, un truc que vous avez lancé hyper en avance par rapport à ce qu'on évoque maintenant. On prendra une minute pour en parler tout à l'heure. Mais vous êtes là aussi ce soir parce que vous êtes le papa de ce petit lapin qui est sur le plateau de Tech & Co. Et que beaucoup d'entre nous connaissent, puisque c'était le premier objet connecté, non pas en France, mais au monde, Rafi. Nabastag, ce petit lapin, était le premier objet connecté au Wi-Fi. Oui, en tout cas, on a souvent l'impression en France qu'on n'est que des régionaux de l'étape et qu'on est là pour copier de ce que font les Américains. Et puis, en fait, on s'est dit avec Olivier Mével, pourquoi on ne ferait pas un lapin connecté? Et au départ, c'est né d'un truc tout à fait par hasard. Il y avait un lapin sur mon bureau. J'ai dit à Olivier, on n'a qu'à prendre du Wi-Fi ou on n'a qu'à mettre le Wi-Fi dans le lapin et paf, on a un lapin connecté. Mais ce n'est pas un lapin vivant, excusez-moi. Non, quand même. Okay. Et puis, aucun animal réel n'a été utilisé dans la durant ces expérimentations. Voilà, c'est ça. Non, l'idée, c'était que la technologie devenant abordable, il n'y avait pas de raison de n'avoir que quelques objets consacrés à connecter au réseau, enfin typiquement que des ordinateurs, puisque c'était en 2003, et en 2003, il n'y avait même pas des smartphones. Et on s'est dit, on va créer une boîte et on va connecter tout à Internet. Mais comme tout, c'est beaucoup, on a dit, on va commencer par un truc, et on a décidé de commencer par les lapins. Comme quoi, on avait raison de le faire, parce que 25 ans après, on en parle encore. Enfin, 20 ans après, on en parle encore. Si on avait commencé par faire un parallélépipède rectangle connecté à Internet, personne ne s'en serait souvenu. Donc, dans la vie, il faut faire des lapins. Et bien voilà. Surtout quand on est une boîte française. Je veux dire, quand on est une boîte française, il faut faire des choses remarquables. Il faut faire des choses qui tapent à l'œil et dont les gens se souviennent. Parce que ce lapin, ça a été un carton. Un moment. Ça a été un carton. Au départ, on pensait en vendre 5000. En quelques mois, on a vendu 180 000. Bon, on ne savait pas comment on fabriquait autant d'objets. Donc, voilà. Ça nous a posé plein de problèmes de logistique. Mais bon, à force, on a appris à le faire. Mais alors, il servait à quoi, ce lapin? Sincèrement, il ne servait pas à grand-chose, si. Je vous taquine un peu, mais bon, ça ne marchait pas tout le temps super bien. C'était pas... Ça marchait super bien. Ah bon Ok. Non, la publicité du lapin disait, a priori, personne n'a besoin de vivre avec un lapin. Mais en vérité, mais parce que c'était nouveau et que personne n'en avait réellement besoin. Mais en fait, le lapin faisait ce qu'aujourd'hui on fait avec Alexa, ce qu'on fait avec Siri, etc. Parce que c'était l'ancêtre de Siri et d'Alexa et de Google Home, quoi. Absolument. Donc le nombril du lapin est en fait un micro et on pouvait lui dire Nabastag, donne-moi la météo, donne-moi le trafic sur le périph', donne-moi le cours de la bourse, joue-moi telle radio et jouer telle radio et jouer le truc. L'idée c'était ça. L'idée c'était de faire, d'une part, de connecter les objets. Ça, c'était l'idée de départ de Violet. Il n'y a pas de raison que tous les objets ne soient pas connectés. Violet, c'était la société que vous aviez créée et qui avait sorti Nabastag. Et qu'il y avait des tas d'avantages à connecter les objets à Internet. Et d'autre part, ce qu'on voulait faire, c'était aussi d'intelligentifier
l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que l'information ne soit pas seulement réservée à un écran, c'est qu'on n'ait pas besoin d'arrêter de ce qu'on est en train de faire pour fixer son regard sur un écran pour avoir l'information, qu'elle soit vaporisée dans l'espace. Et comme ça, par l'oreille, par la lumière, par les mouvements des oreilles, je capte au passage une information et j'arrête pas de faire ce que je fais. Oui, parce que typiquement, quand il y avait des embouteillages sur le périph', il était rouge. Il était rouge et la vitesse à laquelle les points rouges sur son ventre défilaient indiquait la fluidité du périph'. On est en quelle année, là? On est en 2005, il y a 20 ans. Incroyable. Mais on ne se rend pas compte, mais il y a 20 ans, c'était hyper innovant, tout ça. C'est fou. Puis après, on a fait des choses rigolotes, comme lui faire renifler des livres de chez Gallimard, et puis il lisait les livres de avec chez NFC. Avec les NFC. Les gens avaient des puces NFC qu'ils pouvaient coller sur leurs clés, sur leurs objets. Et quand les enfants rentraient de l'école, ils faisaient renifler leurs clés au lapin, et le lapin envoyait un mail aux parents pour dire qu'ils étaient rentrés de l'école. Enfin, génial. Toutes sortes d'usages. Alors après, bien évidemment, l'aventure Nabastak s'est arrêtée. C'est rigolo parce qu'il y a des fans qui ont repris les serveurs de Nabastak pour le relancer. C'est Aldébaran qui a repris les Aldébaran, bon, voilà, le problème c'est que Aldébaran, malheureusement, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais c'est pas la fiesta. Juste une dernière petite chose, parce que vous avez lancé Juice, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs dans Tech & Co il y a quelques années de cela, je crois, hyper en avance, sur un média conçu par l'IA. Absolument. Bien avant ChatGPT, bien avant tout ça, en fait. Oui, on a démarré Juice en 2019. L'idée, c'était que je pouvais avoir sur moi, un peu dans la logique et dans le prolongement du lapin, comme quoi il n'y a pas forcément toujours une rupture, qu'avec l'audio, je pouvais avoir en permanence un flux qui me donne les informations dont j'ai besoin ici et maintenant et qui les fabrique en temps réel, spécialement pour moi. Et donc, Juice, c'était ça, c'est toujours ça. Alors, avec l'avènement de l'IA générative et les nouvelles voix, c'est devenu de mieux en mieux. Mais l'origine de l'idée, c'était ça. C'est comment on peut avoir un flux d'informations en permanence qui est personnalisé, fabriqué sur mesure pour chaque personne. Voilà, et c'est une application qui est disponible sur iOS et Android et que vous pouvez télécharger. Voilà. Pour créer votre propre média. Mais écoutez des médias normaux aussi, comme nous, hein, par exemple. On peut toujours. Oui, notamment. Oui. Merci beaucoup, Rafi. Merci, François. D'être passé par le plateau de Tech & Co. Rafi Aladjian, donc le papa du premier objet connecté au monde. Il est là, sur ce plateau, et c'est Nabastag. On va terminer cette émission en beauté avec un invité que vous connaissez, que nous apprécions énormément. C'est Luc Julia, que vous connaissez aussi, j'imagine, Rafi. Un entretien qu'on a enregistré il y a quelques heures de cela. Et je vous propose de le retrouver maintenant. On parle évidemment avec Luc Julia de ses 25 années d'innovation. Luc Julia est avec nous ce soir. Bonsoir Luc Julia. Bonsoir François. Et s'il y a une personnalité avec qui je suis heureux de fêter ces 25 ans de quoi je me mêle et les 10 ans de Tech & Co, c'est bien avec toi Luc. Merci d'être là. Luc Julia, pour le présenter rapidement, l'un des papas de Siri, auteur de pas mal de livres à succès sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le dernier est en ligne, est disponible depuis quelques jours, depuis le 9 mai. Et il s'agit de IA générative, pas créative, paru aux éditions du Cherche Midi, qui est déjà, je crois, dans le top 20 Amazon, ça cartonne. Luc, le principe de tous nos invités ce soir, c'est de se replonger durant ces 25 dernières années dans la tech et que tu me racontes un petit peu quelles sont les innovations qui t'ont marqué ces 25 dernières années. Parce que toi, tu as tout vu, tu as tout entendu, tu as créé Siri, co-créé Siri. Qu'est-ce qui t'a marqué finalement? Qu'est-ce que tu retiendrais comme innovation ces 25 dernières années? Bon, il y en a plein, hein, donc ça va être compliqué de choisir. Mais bon, si on prend dans l'ordre chronologique, une des premières qu'on a certainement oubliées et on pensait que c'était un peu bizarre à ce moment-là, c'est Bluetooth, en 2000. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et donc, on commençait à faire des trucs sans fil. On pouvait faire communiquer des appareils entre eux avec ce machin-là. C'est avant Wi-Fi, hein, parce que Wi-Fi, c'est 2003. Donc, c'est 3 ans plus tard. Donc ce truc Bluetooth, c'était très intéressant. Et moi, j'ai deux amours, en fait. J'ai tout ce qui va être intelligence artificielle, et bon, les machins comme Siri et tout ça, et les objets connectés. Parce que c'est la même chose pour moi, c'est exactement la même chose. Rappelons combien tu as d'objets connectés dans ta maison à Palo Alto, Luc. 219. 219 objets connectés, monsieur. Et donc, quand tu fais connecter les objets, quand tu les fais se parler entre eux, c'est de l'intelligence artificielle. D'accord? Parce qu'il faut qu'ils fassent des choses pour toi, et donc qu'ils te comprennent, etc.
Donc, du coup, ce truc Bluetooth, en 2000, je veux dire, c'est extraordinaire. Cette révolution. Il faut se remettre quand même dans ce contexte-là. Ça a été très vite adopté, le Bluetooth, ou il y a eu quand même une période de flottement, parce que je me souviens, c'est arrivé assez tardivement dans les voitures. En fait, la killer app, ça a été la voiture, finalement, le Bluetooth, avec le main libre. C'était le main libre. En France, c'était Parrot qui a fait ça. Donc, oui, c'est doux. Ouais, c'est doux. Et donc, c'était... ça devait être dans les années 2005, 2000. Oui, c'est vrai. Ça a mis quelques années. Comme ça, donc ça a mis un petit peu de temps à être adopté. Mais quand la technologie elle-même est arrivée, je me rappelle, on avait des espèces d'adaptateurs Bluetooth avec lesquels on jouait. On se demandait ce qu'on allait faire avec. Ça n'avait aucun sens. Mais c'était assez rigolo. Alors, le Bluetooth. OK. Quoi d'autre? Alors, toujours dans les objets connectés, moi, parce que je suis un peu débile, et on pense que c'est beaucoup plus vieux que ça. 2002, Roomba, les aspirateurs. L'aspirateur robot Roomba de iRobot date de 2002, le premier. Et je me rappelle, j'avais été les voir à Los Angeles parce que je connaissais le fondateur. Donc j'avais été les voir et il m'avait dit j'ai des trucs super à te montrer, machin, parce que moi je jouais donc avec ces trucs-là à ce moment-là. Et donc j'ai vu le premier ordinateur Roomba, premier aspirateur Roomba en 2002. Incroyable. Et effectivement, j'en ai eu un chez moi, évidemment. Bon, il était complètement pas intelligent. En fait, il tapait, quand il tapait, il repartait. Voilà, exactement. Donc c'était juste... il n'y avait même pas de sens, de capteur. C'était vraiment, comme tu dis, taper. Donc il avait des petits bumpers, et puis bon, il tapait partout dans les machins. C'est rigolo de voir que iRobot, qui a donc 23 ans, aujourd'hui est à l'agonie. Je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est une boîte qui va très très mal, qui se fait talonner par les Chinois, qui innovent énormément dans cette boîte-là. Et d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, iRobot joue son va-tout cette année, avec toute une nouvelle gamme de robots aspirateurs. Si ça ne marche pas, ils mettent la clé sous la porte, d'après ce que j'ai compris. C'est un peu obligé. Enfin, tu as vu à CES le nombre de robots qu'il y avait, de robots aspirateurs cette année, en 2025. Donc, effectivement, il faut vraiment qu'ils innovent. Mais tu te rends compte quand même, 2002. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Allez, si on explore encore ton petit passé dans l'innovation. Ouais, alors, encore une fois, il y a tellement de choses. Il y a un truc, moi, qui m'intéresse, c'est Wikipédia. Par exemple, tu vois, donc cette base de données libre où les gens vont aller mettre des trucs, on vérifie entre nous. Enfin bon, dans Wikipédia, 2003. Ouais, c'est l'essence même du web de départ, finalement. Le web, le partage, libre. Le collaboratif, tout à fait. Pour enrichir en fait la société et l'humanité, finalement. Donc 10 ans après le web, 10 ans après Internet, donc 2003, Wikipédia arrive, et Wikipédia se développe d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, Wikipédia est aussi un peu dans la mouise. Il faut qu'ils aient un peu plus de sous, parce que c'est basé sur le volontariat de tous ces gens qui travaillent là-dedans. Bien sûr, et puis aussi le problème de Wikipédia, tu as raison, c'est le financement, ça coûte énormément d'argent, et puis il y a les fake news, on voit qu'il y a des groupes qui changent les informations sur Wikipédia pour influencer l'opinion, etc. Aussi, donc ils te changent des trucs sur les gens, et donc tu peux détruire une carrière, tu peux détruire quelqu'un, donc c'est embêtant. Quoi d'autre, Luc? 2005. Maps. Google Maps. Google Maps. Google Maps, donc on ne parle pas de plan d'Apple. Non. Ça, c'était 2012. 2005, donc Maps, révolution. Je veux dire, une vraie révolution. Donc, le GPS était en train d'arriver. Donc, le GPS, c'est militaire 2000, d'accord, enfin, un peu militaire. Et pour le grand public, c'est arrivé juste après. Mais Maps donc, arrive juste là. Donc, c'est à ce moment-là où on commence à avoir des trucs quand même super intéressants sur de la pub pour les choses qui allaient apparaître sur Maps, etc. Donc, pour Google, bien joué. Ouais, joli coup. Vraiment bien joué. Et puis, ça commençait à être la déconfiture de TomTom et tous ces trucs-là. Enfin, tous ces navigateurs GPS qui se sont retrouvés dans la panade suite à l'arrivée de Google Maps et du smartphone, parce que 2 ans plus tard... Ouais, 2 ans plus tard, c'était l'iPhone. C'est l'iPhone. Mais tu vois, l'iPhone... Ça fait partie de ton top de l'innovation de ces 25 dernières années, l'iPhone, ou pas? Alors, oui et non. Oui, parce que c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est le double touch. D'accord, c'était ça. Ouais. Mais en fait, le meilleur smartphone, c'est 2002. C'est le Nokia 3650.
Attends, je m'en souviens pas de celui-là. Un Nokia 30... Nokia, bon, c'était quand même les leaders, ils avaient des téléphones et tout ça. Ouais. Le téléphone le plus vendu dans le monde, c'est le Nokia 3210, non 3310. Ah, 3310. 3310. Qui était tout simple. Tout simple, machin, bon, pas smartphone. Mais en 2002, c'est le 7650 d'abord, et puis après le 3650. Ouais. Et ces deux téléphones-là, ça a Symbian. Le premier OS, le premier système d'exploitation mobile sur un téléphone. Ouais. Et ce système d'exploitation était extraordinaire. On pouvait faire des trucs. Ouais. Tu vois. Et là, il y avait un écran, il y avait un clavier, je crois. Tu avais un clavier, tu avais un écran. Ouais, qui était monochrome, je crois. Hein. Ben, ça dépend. Un peu plus tard, bon, le 3650, oui. Et après, le suivant, non. Moi, j'ai joué en 2002, donc quand le truc est sorti. Ouais. On avait fait, dans ma boîte que j'avais à l'époque, la première innovation, un truc avec Orb, dont tu te rappelles. Ben oui. On avait joué la télé live sur un 3650. En 2002. En 2002. En 2G? Ouais, c'était en Edge. Donc, et c'était extraordinaire. Incroyable. Et donc, parce qu'il y avait ce système d'exploitation qui te permettait de faire des trucs. Et donc, ça, c'était le premier smartphone. C'était vraiment le premier smartphone. Nokia, je ne sais pas comment ils se sont emmêlés les pinceaux et les pieds. Ils ont raté le coach après. Ils ont raté le truc. Parce qu'effectivement, en 2007, bon, le iPhone arrive. Ouais, le doigt. Appareil extraordinaire. Le doigt. Tu sais que les Nokia, pas en 2002, mais dès 2004, les Nokia étaient touch aussi. Hein. Ok. Donc on pouvait toucher, mais pas le double touch. Sans doute. Moins intuitif. Les écrans étaient plus petits parce qu'ils se sont entêtés à mettre des claviers, justement. Ouais. Tu vois. Donc si tu enlèves le clavier, poum, tu te retrouves avec un iPhone. Et puis, Steve, qui fait son cinéma. Eh bien, son cinéma, c'est vrai que c'était une keynote incroyable. C'était incroyable. La dernière innovation que tu pourrais nous raconter pour ces 25 dernières années. C'est dur. Hein. C'est dur, mais bon, on va prendre l'IA. Ah, quand même. L'IA, enfin, même si l'IA date de 1956. Je parle plutôt de l'IA générative, celle qui est arrivée avec ChatGPT. Les nouvelles IA. Donc, les nouvelles IA, les IA génératives, qui arrivent pour le grand public en novembre 2022. Ouais. Et où tout le monde peut aller tapoter le machin, l'essayer, ce qui est bien et pas bien, hein, parce que ce qui est bien, parce que ça nous permet de comprendre un peu comment ces IA marchent et tout ça, mais ce qui est pas bien, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec. Ça sera le mot de la fin ? Ben voilà, ça fait quelques innovations bien sympathiques. Merci Luc d'être passé dans cette émission exceptionnelle. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Pour conclure cette émission, Luc Julia, rappelons-le, co-créateur de Siri, mais aussi donc auteur de ce livre, IA générative, pas créative, paru aux éditions du Cherche Midi, que je vous invite à découvrir si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. Merci encore Luc. Merci beaucoup François. Il n'y a que Luc Julia pour pouvoir regarder une vidéo sur un vieux Nokia de 2002 quand même. Mais c'est ça qui est le charme en fait de tout cela. Et bien voilà, c'est avec cette interview de Luc Julia que se termine ce Tech & Co spécial 25 ans d'innovation. Alors évidemment, j'étais très heureux de vous accompagner durant ces 25 dernières années pour vous informer sur la tech, pour essayer de décrypter des informations et des innovations qui parfois sont un petit peu compliquées. On va essayer de pousser encore quelques années avec Tech & Co le soir du lundi au jeudi de 20h à 21h30, mais aussi avec De quoi je me mail, donc bon, c'est les 25 ans ces jours-ci. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. Merci au public aussi d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, merci à vous. Et vous restez avec nous, bien sûr, sur BFM Business. On va poursuivre cet anniversaire des 25 ans avec Tech & Co Business de Frédéric Simotel. Et lui aussi s'est prêté un petit peu au jeu de l'histoire de ces 25 dernières années dans le monde de l'entreprise, avec bien sûr l'IA, le cloud, la mobilité, la souveraineté et même la cybersécurité. C'est à suivre donc sur BFM Business. Et à très vite. Très belle soirée. Tech & Co, la quotidienne, émission spéciale 25 ans de tech.